Bonsoir à tous, Thanks God is Friday. Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Pour faire face à la pandémie coronavirus au Cameroun, Paul Biya, quelques jours seulement après l'apparition des premiers cas testés positifs, décidait de la création d'un fonds spécial qu'il allait doter d'1 milliard de francs CFA. Porte était ainsi ouverte pour une solidarité tous azimuts. Entreprises citoyennes, particuliers et même des pays amis. C'est le cas du royaume chérifien et de l'empire du milieu qui se sont manifestés ces 72 heures. À côté du matériel sanitaire en tout genre ainsi que des médicaments, le ministère de la Santé publique, depuis le début de la crise sanitaire, reçu d'importantes sommes d'argent pour lutter contre la pandémie au Cameroun. Force est également de reconnaître que certaines formations politiques ont également lancé des initiatives allant dans le sens d'un appel à la générosité publique, répondant ainsi à l'union sacrée prônée par le président de la République lors de son message à la nation le 19 mai dernier pour faire front, on va le dire comme ça, à l'ennemi commun qui est le coronavirus. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 et solidarité, comment sont gérés les fonds et les dons? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Éric Pépin Bikaï. Bonsoir Éric Pépin. Bonsoir Serge, bonsoir à mon copanéliste que vous allez présenter tout à l'heure, bonsoir à l'ensemble et à ceux qui sont de l'autre côté via les technologies de l'information et de la communication. Bonsoir à nos milliers de téléspectateurs et ceux qui sont scotchés sur le virtuel de cette émission qui, il faut le dire, a déjà pignon sur eux. Voilà, Éric Pépin Bikaï, chargé de mission PCRN. C'est bien cela? Oui, chargé de mission. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, cela fait suite au mouvement de restructuration lancé par le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et il m'a porté au poste de chargé de mission à ses côtés. Il ne faut pas oublier que cela fait suite à un vaste mouvement pour essayer de restructurer le parti afin de lui donner une nouvelle visibilité. Je ne suis pas le seul à être promu à ce poste. Il y a beaucoup de nos camarades également qui ont été appelés à apporter leur expertise pour construire ce jeune vieux parti, il faut le dire, parce que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a son agrément de fonctionnement depuis février 2003. Ce n'est qu'en mai 2019, 11 mai 2019, que M. Cabral Biya a pris la tête de ce parti et en moins de 8 ou 9 mois, il essaye un peu de le faire résister sur l'échiquier politique camerounais. Et vous êtes déjà à l'Assemblée nationale? Assemblée nationale avec 5 députés, c'est pas rien, sur une majorité assez obèse. On ne peut pas forcément influencer les décisions de cette auguste chambre, mais nous allons nous battre pour animer cette chambre-là. Okay. Vous êtes également au Conseil supérieur de la magistrature. Tout récemment, on a porté la députée Roland ici, au poste de membre suppléant de cette auguste chambre. Il faut noter ici qu'elle représente les membres délégués par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Où elle assiste le député Bengono, qui est député du RDPC. En face de vous, Christian Massouma. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Alain Retour. Je dis bonsoir à tous les spectateurs et les téléspectateurs de Equinox Télévision. Je voudrais particulièrement en ce vendredi, une fois de plus, renouveler mes salutations au premier vice-président du MRC dont le procès va de renvoi en renvoi. Et ce qui, pour nous, paraît totalement injuste et consacre une forme de déni de justice à son égard. Je voudrais, par la même occasion, saluer Sylvanus Moutaga et les autres détenus du MRC qui continuent à être incarcérés injustement dans les geôles
du pays. Je veux saluer M. Bikaï du PCRN, avec lequel j'aurai l'amabilité de débattre ce soir. Et on espère que nous allons apporter une contribution efficiente au débat public. Voilà, justement, on va continuer les présentations tout de suite. Nous allons à Yaoundé où nous attend Chou Walters, le responsable de la communication du People's Action Party. C'est bien cela? Spectateurs, c'est un plaisir immense que vous m'aviez convié à ce plateau aujourd'hui. Et je dis, si la télévision Equinox n'était pas créée, nous devons créer parce que c'est la voix de sans voix. Permettez-moi de dire bonjour à ceux qui sont détenus illégalement à la prison centrale de Konengi. Je pense à Manto BBC, Sissiko Ayou, Ben Terence et Choufa qui a enchaîné et qui refuse les soins, que l'État camerounais refuse qu'il ait accès aux soins médicaux. Et permettez-moi de dire bonsoir au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo. Good evening to those in the Northwest and the Southwest. Merci beaucoup. Je suis à Yaoundé et je vous écoute. J'espère que je serai à la hauteur du débat. Bonsoir. Merci, Chou Walters. On va également dire bonsoir. Il est là, Jonathan Batengene. Jonathan, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Bon, on va revenir à Jonathan. Voilà, on va planter tout de suite le décor. Éric Pépin Bikaï. Depuis un certain temps, on voit des dons, le ministre de l'administration territoriale qui est, on va dire, qui ne passe pas une semaine sans faire parvenir les dons du chef de l'État aux populations. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière avec laquelle tout se passe jusqu'à présent? Il faut dire que dans le cadre de cette pandémie-ci, c'est sur ce plateau que j'avais appris d'un éminent professeur de Lomé Togo qu'en termes de prise de décision, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions, il y a des décisions. Mais on peut également, cela ne nous empêche pas de faire des analyses sur le déploiement ou alors l'utilisation des dons que nous constatons sur le terrain déjà. Il est difficile de gérer une guerre biologique comme celle-ci sur la base des dons. Il ne faut pas l'oublier. Et puis les dons se résument au matériel, notamment d'hygiène, c'est-à-dire savon, saume, maçon, accessoirement, les masques. Quand on essaie un peu d'analyser l'anatomie de la maladie, on se trouve que la maladie est en phase critique, en phase terminale de hospitalisation lorsqu'elle peut atteindre les poumons. Et là, notamment, l'appareil qui permet de pouvoir résorber, permet aux médecins de pouvoir résorber facilement l'état clinique du patient, c'est beaucoup plus les respirateurs. Et dans le décompte actuel, nos hôpitaux n'en sont pas équipés, du moins abondamment équipés. La gestion de la pandémie sous le prisme des dons, ça peut paraître un peu une gestion trompe-œil pour un peu essayer de ne pas affronter les réalités même de cette lutte-là. Il ne faut pas oublier que dans ces cadres de cette lutte-ci, le personnel médical au premier rang s'est plaint d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que il faudrait, en fait, nous sommes dans les solutions, il faudrait que ce personnel-là soit considérablement pris en charge, parce qu'en réalité, il ne sert à rien de doter des populations des seaux, du savon, des lave-mains, tant que nos hôpitaux ne sont pas équipés en matériaux adéquats. Donc, cette gestion de la pandémie sous le prisme des dons, on essaie un peu de cadrer le triangle national. Mais tout ce que vous venez de citer là, c'est pour freiner la propagation du virus. C'est une approche. Vous êtes déjà à l'hôpital. Il faut d'abord freiner pour empêcher qu'il y ait une propagation du virus. Oui, c'est une approche. Mais si on se fie également à la progression, aux statistiques fournies par le gouvernement, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, la maladie essaie de progresser parce que le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Et avec les mesures qui ont suivi, notamment l'ouverture des espaces publics, les bars et autres, ce n'est pas de nature à pouvoir concilier cette approche de remise des dons sur le terrain et l'efficacité des résultats. Donc on questionne toujours vraiment cette approche de remise des dons et puis la propagation de la maladie en termes de nombre de contaminés qui ne fait que croître.
Voilà, on va revenir à l'aspect financier, c'est-à-dire les fonds plus tard. Christian Massoma, toujours sur ces dons-là, vous avez, vous voyez, vous regardez à la télévision tous les jours, on donne, ça vous satisfait? Mais les chiffres ne font que grimper. Les pays amis qui nous viennent en aide. Monsieur Otto, je veux dire, honnêtement, quand on en arrive dans un état sérieux à recourir aux dons ou à l'appel à la générosité publique pour pouvoir résorber des problèmes aussi essentiels que la pandémie du coronavirus, ça veut tout simplement dire que l'État de facto constate, affiche une sorte de défaillance pour pouvoir répondre efficacement à la dite pandémie. Et quand vous regardez les dons qui ont été distribués par le gouvernement camerounais, honnêtement, même en termes de propagation du virus, j'ai beau me poser des questions, M. Bikaya a parlé de lave-mains ou autre chose, mais certains matériels qui ont été distribués, on se pose la question sur leur efficacité réelle pour freiner la propagation du virus. Et puis, sincèrement, si on regarde d'autres aspects, on a vu certaines entreprises citoyennes que vous avez citées tout à l'heure, distribuer des matériels, distribuer des denrées alimentaires. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait exactement tout ce que les entreprises ont distribué au ministère de la Santé, au ministère de l'Administration territoriale, ce que c'est devenu. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure en profondeur. Mais dans ce pays, nous avons l'habitude que chaque fois qu'on appelle à la générosité publique et que les entreprises, les citoyens se manifestent, l'utilisation est toujours chaotique. Et elle est tellement opaque qu'on ne sait pas exactement ce à quoi ça sert et quelle est la finalité de cet appel à la générosité publique. Donc nous ne pensons véritablement pas que ça soit la solution. La solution était, dès le départ, que l'État puisse apporter un certain nombre de contributions réalistes pour pouvoir stopper cette propagation du virus. Et la défaillance de notre système sanitaire ne nous permettait peut-être pas de faire face de manière efficace. Donc on essaye de colmater les brèches à gauche, à droite avec des initiatives, quelques dons venant des pays amis comme le pays de l'Empire du Soleil, que vous avez cité tout à l'heure, ou le royaume chérifien et autre chose. Mais jusqu'à maintenant, moi je m'interroge véritablement sur l'impact. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, compte tenu de cette défaillance éventuelle que nous avons, et le président Maurice Kamto a décidé de lancer l'initiative Survie Cameroun pour pouvoir essayer d'apporter une petite solution aux problèmes qui allaient s'opposer aux citoyens camerounais. Donc maintenant, nous avons fait notre pas de travail, nous continuons à le faire, que le gouvernement prenne ses responsabilités jusqu'au bout, parce que son rôle, c'est de protéger les Camerounais face à cette pandémie. Voilà, on va revenir sur Survie Cameroun tout à l'heure. Tu Walters, des dons qui n'en finissent pas de tomber tous les jours. On reçoit, les pays amis font des dons au Cameroun, mais parmi lesquels le matériel sanitaire, il y a des tests et tout ça, mais les chiffres ne font que grimper. Est-ce que l'utilisation des dons vous satisfait jusqu'ici? Ça me satisfait comment c'est allant. Alors que 38 ans de M. Biapol a produit des chômeurs, de la corruption et de ceux qui sont à la prostitution. Ces dons-là, qui se lèvent, c'est le maigre don. Et je voudrais faire une petite mise au point. Le Cameroun en ce moment a plus de 1000 milliards de dons déjà faits depuis les 38 ans de M. Biapol. Maintenant, pour planter le décor, pour la question de la forme, la gestion est économiquement rentable. Ces gens-là, ces gestionnaires de fonds de la COVID-19, en gros, s'ils ont pris de poids, ils ont même changé le véhicule de service. Je vois des tentées qui poussent partout dans les villes du Cameroun. Ce sont ces gestionnaires de dons-là. Il faudrait qu'ils nous fassent des états, un bilan d'affectation des dons pour le COVID-19, des états financiers. Les établissements sanitaires manquent de ressources adéquates. Les prestations de soins de santé font face à une pénurie d'équipements hospitaliers de base. On n'a pas les thermomètres dans les hôpitaux. On n'a pas les désinfectants, les produits désinfectants. Et dans tout ça, les dons qui sont acheminés au MINAC et présentés en public par le ministre de l'AT, il n'y a pas de transparence, pas de traçabilité. Et il y a eu détournement de ces fonds. Une partie a été mal utilisée. Vous savez que le code pénal de l'article 134 interdit la corruption au Cameroun. Mais ce sont ces fonctionnaires de haut vol qui pratiquent cette corruption.
Donc, une partie de ce fonds a été mal utilisée, détournée. Une partie a même été faite dans le stand de récupération politique. Pourquoi ils ont refusé le don de Suivi Sauvage Cameroun Initiative? Dans mon quartier Saint-Jalin, j'ai reçu les dons de Suivi Sauvage Cameroun Initiative. Mais je n'ai pas vu les mêmes dons de M. Biabol. Il faut qu'on arrête ça, ça en est trop. Donc je voudrais dire ici que nos centres de santé ont besoin des équipements sanitaires. Il faut qu'on arrête le débat inutile. À ce moment, c'est donc le servent aux Camerounais parce que les Camerounais n'ont pas reçu. Moi, je dis que dans mon quartier, j'ai plutôt vu le don de professeur Maurice Kamto passer et je l'ai reçu à bras ouverts. Mais les gestionnaires-là, ils grossissent, prennent le poids, ils construisent les chantiers, ils portent et le Minkan, on parle Minkan, on donne un store de 2300 et quelques cubes de savon, alors que la route n'est pas goudronnée. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, justement, j'interpelle le chef de l'État à coordonner une équipe spéciale pour faire une traçabilité, présenter un tableau d'affectation des dons à tous les Camerounais. Un département devait recevoir au moins plus de 500 000. Mais mon département, je peux pas dire le nom, nous n'avons même pas reçu près de 50 000. Je n'aime pas la dictature de ces gens-là. Je pourrais revenir. Ok, je vous remercie. Vous allez revenir. Voilà, il pose le problème. Est-ce que ça arrive? Je vais vous prendre deux cas. Le Maroc, le royaume chérifien, c'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, qui a réceptionné ces dons-là à l'aéroport de Nsimalen. Ils étaient, pour le Maroc, c'était 500 000 masques, 40 000 charlottes, de 4 000 blouses, 60 000 visières, 5 000 boîtes de chloroquine et 1 000 autres d'azithromycine. Pour la Chine, il y a quelques jours encore, 10 032 kits tests, 20 000 masques, N95, 300 000 masques chirurgicaux, 15 000 combinaisons de protection, 15 000 paires de lunettes de protection, 15 000 paires de gants chirurgicaux, 3 000 paires couvre-chaussures chirurgicaux. Voilà. Et vous avez suivi Walters tout à l'heure. Il dit, est-ce que tout ce qu'on a comme don là, est-ce que ça arrive véritablement auprès des populations? Et il y a un problème, comme je dis, les chiffres ne font que grimper. Non, il y a un problème parce que peut-être ça manque un peu de communication et de sérieux, alors de crédibilité. Oui, on va revenir sur le volet communication tout à l'heure. Est-ce que tout ce qu'on a reçu comme don arrive, tous ces masques-là, les kits, des tests et tout ça, pourquoi les chiffres ne font que grimper? En essayant de faire Est-ce que la population est testée? En essayant de faire le listing des dons reçus, on se rend bien compte qu'il s'agit des dons qui doivent être utilisés dans les formations hospitalières, pour la plupart. Parce que les masques chirurgicaux, c'est plus idoine de les utiliser dans les formations hospitalières que de les utiliser à l'extérieur. À l'extérieur, donc maintenant, le gouvernement a apporté des réponses. Là, je ne peux pas me mettre sur la défensive. Non, pour le Maroc, c'est 500 000 masques. On n'a pas dit chirurgicaux. En fait, les masques. C'est pas donc spécifique. Ça doit arriver, oui. Ça veut dire que si c'est un don, ça ne peut pas être des tissus cousus au Maroc et puis donné en donation au Cameroun. Il faut qu'on se comprenne. Forcément, ça devrait être des masques chirurgicaux. Non, je dis, la Chine a spécifié, c'est les masques chirurgicaux. Pour le Maroc, c'est 500 000 masques. Okay. Point. Je voulais dire ceci, c'est qu'au niveau local, par rapport au mécanisme de réponse de la lutte contre cette pandémie, le gouvernement et l'ensemble d'un certain nombre de leaders d'opinion ont apporté des réponses locales en faisant la promotion de la cotonnade locale. C'est-à-dire, les gens ont produit des masques à vil prix, c'est vendu un peu partout là, pour essayer, c'est un problème de défense d'organismes au niveau facial, pour essayer de protéger le nez et la bouche. Ça, c'est une réponse. Maintenant, les dons sont centralisés au niveau de la structure centrale. C'est-à-dire que comme hier, c'est le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général président, qui a réceptionné les dons et qui les a immédiatement transmis au ministre de la Santé qui était présent. Libre à lui maintenant parce qu'il a créé un certain nombre de structures de prise en charge des malades Covid-19 sur le territoire. Et ils sont en train de pouvoir voir comment on peut faire l'extension maintenant pour y associer les privés. Il est donc important maintenant, non pas de créer des structures, mais d'équiper ces structures-là en matériaux les permettant de pouvoir apporter des réponses premières
à la lutte contre cette maladie. Vous avez évoqué tout à l'heure la méthromycine et puis la chloroquine, qui sont des médicaments thérapeutiques qu'on utilise pour le traitement. Oui. En fait, on ne viendra pas distribuer ces médicaments à l'intérieur des maisons. Il faut qu'on soit sérieux. Oui. Non, Walters parle des masques. Hein. Il dit qu'il n'a pas vu les masques. De toutes les façons, moi, je suis en train de dire qu'il y a une réponse locale. C'est-à-dire les gens, et de manière individuelle, parce qu'il y a également eu une grosse polémique par rapport à la production des masques de la SICA, 1300. Beaucoup de Camerounais ont estimé que c'était hors prix. Oui. Et beaucoup de leaders d'opinion ont produit des masques à partir de la cotonnade locale et les ont distribués à l'ensemble de leurs concitoyens, sans que cela ne fasse l'objet d'aucune publicité. On en a fait à l'intérieur des appareils politiques, on en a fait à l'intérieur des associations, on en a fait même à l'intérieur des églises, pourquoi pas à l'intérieur des écoles. Voilà, on va prendre tout de suite Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, beaucoup de dons depuis que la pandémie s'est installée au Cameroun. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait, de l'utilisation faite autour des dons reçus par le gouvernement camerounais jusqu'ici? Bonsoir ces gens autour, bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir tous les millions de spectateurs. Nous sommes dans la ville de Yaoundé où nous n'avons pas d'électricité. Et du coup, on peut se battre comme on peut pour les Camerounais pour faire cette émission. Bon, on va revenir à Raphaël. Est-ce qu'on va prendre tout de suite Jonathan Batengene sur la même question? Beaucoup de dons. Jonathan Batengene, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'ici? Jonathan Batengene. Oui, c'est Jalin. Il faut prendre cette problématique des dons dans l'entièreté de ce qu'on a réalité. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de décidément. Question. Jusque-là, on a vu, je vous ai pris 2 cas, le Maroc et la Chine, au regard des propos de Chu Walters. Les dons n'arrivent pratiquement pas au début. Lorsqu'on enlève les masques chirurgicaux, le matériel qui va pour les hôpitaux, est-ce que ce qui devrait aller vers la population, comment ça se passe? Je voudrais d'abord préciser que les 500 000 masques du royaume chérifien ne peuvent pas être des masques chirurgicaux. Peut-être qu'il y a une quantité de masques chirurgicaux, mais c'est des masques barrières. C'est des masques qui sont destinés à protéger les populations contre la propagation du virus. Et effectivement, c'est là où la question se pose, parce que les Camerounais ne voient pas, en dehors des opérations qui ont consisté à distribuer les fameux sauts-maçons et quelques morceaux de savon, nous n'avons pratiquement pas vu des équipements capables de pouvoir protéger les Camerounais distribués par le gouvernement et les représentants du gouvernement. Et ça pose un problème. Non, le ministre de la Recherche scientifique, avant la reprise du 1er juin, a distribué au ministère des secteurs éducatifs. Voilà, au niveau de la rentrée, effectivement, quelques lycées et quelques établissements ont reçu des masques, mais en fonction des chiffres que vous êtes en train de citer, je pense que des opérations de distribution de grande ampleur auraient pu être envisagées pour que les Camerounais, effectivement, sentent que le gouvernement est auprès d'eux en ce moment particulièrement critique lié à la pandémie de Covid-19, surtout que ce sont des dons. Ce n'est pas le gouvernement lui-même qui est en train de dépenser l'argent public pour pouvoir acquérir ces dons. À partir du moment où les pays amis, les entreprises citoyennes, on parle des dons par exemple sur le plan de la protection, mais tout le monde sait que la pandémie a eu pour corollaire au Cameroun aussi une forme de crise alimentaire, une forme de crise économique latente qui va d'ailleurs s'accentuer au fur et à mesure que nous allons progresser dans cette pandémie. On a parlé de la distribution des denrées alimentaires, où sont passés les sacs de riz de Orca, par exemple. Donc, on se pose véritablement des questions et c'est légitime de savoir que nous voyons à la télé un certain nombre de choses qui sont faites. Nous voyons à la télé un certain nombre de dons qui sont offerts à l'État du Cameroun pour répondre à la pandémie, mais sur le terrain, concrètement, les Camerounais ont maille à partir avec ce système-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se leurrer.
Nous vivons dans un pays où depuis des années, nous sommes habitués à ce type d'opacité, à ce type de cacophonie quand il s'agit pour le gouvernement de distribuer la générosité publique. Je ne vais pas revenir sur des opérations que vous connaissez. On a vu depuis les années 90 le coup de cœur où les mallettes d'argent ont disparu entre le vol de Paris à New York et que l'argent que les Camerounais avaient cotisé pour pouvoir apporter un soutien aux lions indomptables n'a jamais été distribué finalement aux footballeurs ou autre chose. Donc, sincèrement, je ne crois pas beaucoup à l'efficacité de la distribution des dons. Je ne crois pas beaucoup à cette efficacité. Je pense que les Camerounais ont besoin aujourd'hui d'être rassurés et de savoir que le gouvernement prend véritablement ses responsabilités, notamment sur le plan sanitaire, en équipant les hôpitaux, parce que ce que M. Bikaï a dit tout à l'heure est très important. L'anxiété liée à cette maladie est beaucoup plus tournée vers le volet prise en charge et pathologique. Donc, c'est lorsque les Camerounais sont véritablement malades que l'anxiété arrive à son paroxysme parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être traités. Et dans la plupart des pays, on a vu que les États ont réagi en achetant de manière massive ou en commandant de manière massive les respirateurs artificiels pour pouvoir répondre à la forme la plus sévère lorsque on doit être mis sous respirateur. Mais chez nous, jusqu'à maintenant, on voit tous les jours à la télé, dans les journaux, des problèmes liés à l'utilisation même des matériels au sein des hôpitaux. Et sincèrement, nous attendons de voir l'efficacité de ces dons, mais j'en doute à titre personnel et je ne pense pas que ça sera la réponse au Covid-19. Voilà, on va repartir, prendre cette fois-ci Raphaël Ndougou. On sait que le ministre Paula Tangandji a remis il y a quelques jours aux communautés religieuses, catholiques, protestants et musulmans, 32 000 masques, 5 440 seaux de ménage, 2 760 cartons de savon, 772 bidons lave-mains, 226 flacons de gel hydroalcoolique, 140 bouilloires pour ablution, 70 tapis individuels de prière. Voilà, Raphaël Ndougou, il y a un panéliste qui a dit que les dons n'arrivent pas auprès des populations. Oui, c'est peut-être pour cette raison que le ministre lui-même s'y est rendu. C'est vrai que nous autres, nous avons pensé que, ayant les collectivités territoriales décentralisées, cela pouvait se faire par ces élus de différentes localités. Maintenant, est-ce que c'est suffisant parce qu'il y a des produits qui sont distribués comme ça pour les mesures barrières? Mais il y a quand même un problème de fond. Quelqu'un vient de dire en studio là tout à l'heure que le Cameroun a habitué. Il y a un problème de fond, c'est le problème de la gestion des dons. Vous savez, quand vous avez annoncé publiquement que telle structure a remis telle somme d'argent pour les dons, et vous êtes là même, vous devez prendre les dispositions pour indiquer également que nous avons utilisé ces fonds-là comme ceci, comme cela, pour la simple raison, pour une simple raison de la clarté. Parce que sinon, on va se retrouver dans ce que nous avons vécu autrefois. Est-ce que le MINAC, pour ma part, est véritablement obligé de s'y rendre lui-même? Je ne sais pas. Peut-être pour vouloir démontrer que tout a été fait. Mais si on décentralise, parce que c'est pour ces raisons que nous avons nos maires, si on décentralise avec les préfets et autres sous-préfets qui existent, je crois que le ministre n'a pas besoin de se dépasser. Vous vous souvenez à l'entame ou alors au moment où cette pandémie est arrivée, il y a des structures au niveau local que peut-être nous ne voulons pas citer par souci de publicité qui ont donné de l'argent. Il est normal que les pouvoirs publics ou alors ceux qui ont la charge de gérer ces fonds-là disent aux Camerounais comment ça avait été utilisé. Puisque par les mêmes canaux, on a dit aux Camerounais, voici tel qui a donné telle somme. Ceci nous amène à dire simplement qu'il faut que nos gouvernants tirent des leçons de nos échecs de par le passé pour éviter que le monsieur qui parlait de 1000 milliards de dons au Cameroun où on n'a pas vu la traçabilité, pour éviter qu'il parle de 38 ans de pouvoir de chef de l'État, pour éviter qu'on aille dans tous les sens. Il faut bien communiquer, il faut bien dire aux Camerounais qu'est-ce qui a été fait, où en sommes-nous,
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que quand le président parle de l'union sacrée, il faut bien que tout le monde y participe. Parce que justement, le copanéliste qui parlait des dons de survival, il y a un comité de gestion certainement là-bas, et qu'il faille que ce comité-là rende également compte aux Camerounais, non seulement aux membres de leur parti. Donc, je ne voudrais pas, moi, me limiter au niveau des partis politiques. Je voudrais être clair pour dire, lorsqu'il y a une affaire comme celle-ci, il n'est pas question qu'on laisse le Camerounais lambda penser qu'il y en a qui profitent de cette pandémie pour s'enrichir, alors que peut-être il n'en est rien. Et pour éviter cela, il faut communiquer. Si on ne communique pas suffisamment, on donne l'occasion aux gens d'en face, ou alors aux gens qui critiquent pour la critique, de dire ça ne marche pas, parce que ça fait des années que cela ne marche pas. Donc, il faut qu'on évite cela. Donc, je crois que le véritable problème que nous avons aujourd'hui, au-delà des seaux, au-delà des savons, au-delà des kits, nous savons qu'il y a un problème de tests. Si peut-être nos partenaires extérieurs nous ont donné ce nombre de choses, il faut bien qu'on ait suffisamment de tests pour anticiper, pour que chaque Camerounais soit sûr qu'au moins j'ai déjà passé le test du Covid-19 et que je suis négatif ou positif. Mais tout cela tourne au centre d'une bonne communication. Et pour qu'il y ait une bonne communication, il faut que tout le gouvernement dans son ensemble, sous la houlette du Premier ministre, soit mis en branle pour que cela marche nécessairement. Sinon, on va donner l'occasion aux autres de dire que rien n'a marché. Ok, merci Raphaël Ndougou. Voilà, parlons un peu de survie Cameroun. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? Monsieur Otto, le 30 mai 2020, M. Christian Pendaye Okoka, le président du comité de gestion de survie Cameroun, a fait un bilan d'étape sur l'opération Survie Cameroun. Et au 30 mai, Survie Cameroun avait dépensé 440 000 euros sur les 762 à cette période-là qui avaient déjà été collectés. Et les 440 000 euros, on avait reparti aux Camerounais 300 000 masques de protection. Déjà distribués? Oui, qui avaient déjà été effectivement distribués à cette période. Et c'était la première phase. Et il a fait. Et 140 000 flacons de gel hydroalcoolique d'une contenance de 500 ml et d'autres matériels. Et la plupart des villes camerounaises avaient déjà été touchées par cette opération. D'ailleurs, vous venez de constater tout à l'heure qu'un co-panéliste a dit que dans certains quartiers. Il est à Soa. Et je pense qu'il suffit d'aller sur la page de Survie Cameroun pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération sur le terrain. Parce que beaucoup de nos concitoyens se sont sentis rassurés quand ils ont vu les opérateurs de Survie Cameroun qui distribuaient des masques et des gels qui ont touché une très grande partie. Nous n'avons pas, Survie Cameroun n'a pas la vocation à protéger les 25 millions de Camerounais que nous sommes, parce qu'ils n'en auront manifestement pas les moyens. Mais nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres et nous le faisons de manière efficace. Et par souci de transparence, parce que nous avons évoqué cette question depuis pour ce qui est du gouvernement. Vous vous souvenez que lorsque le professeur Kamto a nommé M. Pendaye Okoka comme président du comité de gestion de Survie Cameroun, il a fait appel directement à un certain nombre d'acteurs sociaux et gouvernementaux pour garantir la transparence et la traçabilité des fonds qui étaient alloués, parce que c'était les fonds des Camerounais. C'est les Camerounais qui ont contribué à ces fonds. Bon, comme d'habitude, vous savez qu'il y a toujours une forme d'ostracisme qui concerne tout ce qui peut avoir une connotation avec le MRC. Les acteurs gouvernementaux ont mis de côté et ont rejeté l'offre de collaboration de M. Pendaye Okoka. Un certain nombre de parrains et d'ONG ont assisté à cette opération et continuent d'ailleurs de voir. Et voilà, de manière régulière, M. Pendaye Okoka rend compte de l'évolution de l'opération Survie Cameroun. Ça, c'est un modèle de gestion. C'est un modèle participatif et qui permet de voir effectivement qu'il y a une certaine clarté dans les opérations de distribution et dans les opérations de gestion des dons qui ont été collectés pour le compte des Camerounais. Et c'est ce que nous devons justement encourager du côté du gouvernement. Parce que lorsque vous avez une opération comme celle-là, lorsque le chef de l'État dit qu'il débloque 1 milliard de francs ou 2 milliards et que des entreprises donnent de l'argent, pourquoi le gouvernement ne peut pas, pour éviter qu'il y ait des polémiques à profusion, associer peut-être des ONG, associer un certain nombre de corps sociaux dans ces opérations pour que la communication qui va suivre ne soit pas de nature à être toujours rejetée. On va parler de la communication tout à l'heure. Confiance. Voilà, merci Christian, merci. On va parler de la communication tout à l'heure. Éric Pépin-Bika, également dans votre parti, il y a eu cet appel à la générosité publique.
Où est-ce qu'on en est avec l'initiative Non. du député Nouran? En réalité, je ne peux pas communiquer sur l'initiative de la députée Nouran, mais je pense quand même que nous sommes dans une sorte Même dans votre parti, il y a eu... Oui, il y a eu... Oui, nous sommes dans une sorte de cacophonie dans votre parti? En fait, de manière générale. Ça veut dire qu'il ne fait pas une spécificité. Alors, je ne fais pas une démarcation de mon parti par rapport à ce qui se passe. Vous avez vu, par exemple, le brillant exposé de Christian tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, Christian essaie de démontrer qu'ils font ce que le MINAT fait. C'est-à-dire distribuer les seaux et les lave-mains. Or, il a également évoqué tout à l'heure qu'il y a une approche dans cette maladie, la prise en charge ou alors la gestion pathologique de la maladie. Et nulle part, je n'ai pas vu, même dans les dons remis par les entreprises, nulle part, je n'ai vu aucune entreprise, aucun leader d'opinion, aucun leader de parti politique faire don d'un respirateur à une quelconque formation hospitalière. Non, c'est le deuxième don du professeur Kamto. En fait, j'ai dit, je n'ai pas vu. Maintenant, c'est à vous de me rétorquer en disant que si, on en a fait. Parce qu'en réalité, il est question, dans le cadre de la riposte par rapport à cette maladie, au-delà de la sensibilisation, qui avait plusieurs strates. Il y a des bonbons d'oxygène qui ont été voilà, la semaine dernière. Au-delà de la sensibilisation, qui peut prendre plusieurs strates, c'est-à-dire la communication, la sensibilisation au niveau de la cellule familiale, l'éducation des parents par rapport au fait que le contact désormais est réduit, ainsi de suite. Il y avait une approche d'équipement des formations hospitalières qui est fondamentale. Bon, si on dépense à peu près 430 000 euros, juste pour le gel hydroélectrique, pour prendre un peu... Non, je vais y revenir, j'ai fait ça sciemment. Pour un peu récupérer l'expression qui est très virale dans les réseaux sociaux, juste pour les gels hydroalcooliques, et puis confectionner les masques. On s'est dit quand même qu'en amont, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Et que lorsqu'on arrivera à l'amont, forcément, tout ce qu'on aura fait comme initiative en aval n'aura pas de sens. C'est de ça qu'il est question en réalité. Bon, maintenant, les initiatives sont plurielles et se diversifient sur l'ensemble du territoire. Ce sont des initiatives qui viennent des cellules, des partis politiques, où ça peut venir... Justement, il n'y a pas de communication. Les Camerounais veulent savoir où est-ce qu'on en est. Dans cette approche-là, également, la députée Nouran n'a pas voulu s'exclure. Dans la chaîne des générosités, elle a mis sur pied une initiative de nature à lever des fonds et à apporter une assistance particulière à l'ensemble de ses concitoyens de la circonscription Vaury-Est. Et puis au-delà, parce qu'en réalité, son initiative ne se limite pas seulement à sa circonscription ou à sa région où elle a été élue. Elle veut reprendre cela à l'ensemble d'un certain nombre de régions, notamment la région du centre et puis la région de l'Ouest. C'est toujours bénéfique. À quel moment les chiffres ne font que grimper là? Mais justement, c'est ce que nous demandons de dire que les chiffres grimpent justement parce que le choix méthodologique pour riposter à cette maladie, forcément, est questionnable. C'est la raison pour laquelle les chiffres grimpent. Et puis, quel qu'en soit les cas, moi, j'insiste sur la prise en charge pathologique. Sur le fait qu'à un moment, on a commis un certain nombre d'erreurs. De pouvoir essayer, on l'a dit sur ce plateau-ci, créer des centres de traitement Covid-19 à l'intérieur des agglomérations. Cela a créé de la psychose. Et ça fait aujourd'hui que pour prendre la main par rapport à cette maladie, ça devient compliqué. Raison pour laquelle les chiffres grimpent. Et puis à côté de ça, cette psychologie fait en sorte que même des petites maladies spontanées s'apparentent aujourd'hui être assimilées au coronavirus. Suivez mon regard. Donc il y a eu forcément des erreurs qui ont été commises au départ de cette histoire. Tout le monde s'y est jeté, soit pour essayer d'avoir une visibilité, soit pour essayer d'exister en période de trêve, soit pour essayer d'accompagner le gouvernement. Chacun y allait avec ses appréhensions et ses objectifs. Mais il faut le dire, on ne peut pas être dans un pays où nous tous, on fait presque la même chose, c'est-à-dire distribuer les gels hydroalcooliques et puis des masques, accessoirement les lave-mains. Il y a problème et ça fait désordre. Ok. Raphaël Ndougou, vous qui êtes à Yaoundé, vous avez commencé à crever l'abcès. Des sommes, on va le dire comme ça, des sommes faramineuses ont déjà été collectées, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il manque quelque chose? C'est-à-dire, il ne faudrait pas un point pour dire aux Camerounais, voici où est-ce qu'on en est, communiquer davantage sur tout cet argent qui est déjà réceptionné du côté du ministère de la Santé. Oui, c'est bien apprécié le compagnie tout à l'heure. Ça dit que si nous tous on fait la même chose en même temps, ça sera comme si rien n'est fait. C'est-à-dire, ça rentre donc dans ce que le président de la République a dit, l'union sacrée. Et que lorsqu'il y a
des dons venant ça et là, le seul point de chute, c'est le gouvernement. C'est autour du gouvernement, justement, donc, la communication doit venir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne n'a besoin d'aller faire institut personnel. C'est son one-man show, comme on dit au quartier, alors qu'on a, autour de la lutte contre la pandémie, une centrale qui contrôle. Et la centrale, c'est le gouvernement. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que, normalement, il va falloir communiquer sur tous les points. Sur le plan financier, il faut qu'on dise aux Camerounais quel sujet avait donné, quelle somme d'argent, ou bien quel don en matériel, pour faire la lumière. Cela évite que ceux qui, comme je l'ai dit, passent trop de temps à critiquer et peut-être ne proposent rien. Cela va nous permettre que ces gens-là ne continuent pas à critiquer lorsqu'il y a la prévoyance. Parce que justement, il y a beaucoup d'argent qu'on a déjà, que les structures, les sociétés ont déjà donné, et même des particuliers. Et pas comme un particulier que vous connaissez qui a donné de l'argent, je crois que c'est là. Donc, c'est vrai que mon c'est que c'est un cas particulier. Or, pour le gouvernement, il ne faut pas que tout cela soit très bien identifié au Camerounais. Parce que sinon, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est psychologique. Il y a cette psychologie parce que si vous vous rendez compte que il y a les dons qui ont été donnés par des personnes, vous allez vous rendre compte que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'électricité à Yaoundé, et donc nous sommes obligés d'aller nous refuser quelque part pour intervenir au cours de cette émission. C'était aussi, s'il y a un problème d'électricité dans les hôpitaux, on prend en charge des malades du Covid-19, il y a un réel problème. Il y a un réel problème de tout cela qui doit être étudié au Camerounais, ça nous empêchera. Et pourquoi je vous ai dit qu'on ne tire pas les leçons? Bien évidemment, il y a eu, à l'entame du Boko Haram, il y a eu des forts de guerre des Camerounais. Et les forts de guerre des Camerounais, les Camerounais ont contribué, on n'en a pas parlé suffisamment, on n'en a pas communiqué suffisamment. Quelqu'un a appelé le affaire de 1994 avec la World Cup, lorsqu'on a parlé de Malais. Donc c'est comme ça. Pour des personnes comme ça, doivent nous permettre d'avancer. On s'appuie sur ce chèque pour être meilleur davantage. Au lieu qu'on pense qu'il va nous falloir vouloir contre-attaquer quand il y a des critiques. La critique n'est pas toujours négative, il y a des critiques positives. Mais ce que nous pouvons dire de manière générale dans cette presse, c'est que nous avons reçu des dons des pays amis. Nous avons reçu des dons des sociétés au niveau national. Nous avons reçu des dons ça et là. Voici ce que nous avons fait. Voici où nous en sommes. Nous en avons encore besoin. Cela va faire en sorte que la querelle ou la critique va être comment on dit, va être dans des armoires. Or, si nous restons à donner des chiffres liés peut-être au nombre de malades, au nombre de morts, au nombre de guéris, oui, c'est important. Mais il faut également communiquer sur les dons qui ont été donnés, la gestion des dons. Là, c'est important parce que le président de la République qui a commencé par donner un don d'1 milliard, on pouvait nous dire que dans les dons du président, on a fait des kits, on a fait ci, on a fait ça. Donc je crois que la communication est au cause de tout. Et pour que la communication soit meilleure et fiable, tout ce qui est donc arrive au niveau du gouvernement. Ok, voilà, Christian Massoma, vous dites qu'il y a une opacité quand même dans cette affaire-là. Ben oui, qui a intérêt à ce qu'il y ait cette opacité-là. Mais c'est de coutume au Cameroun que chaque fois qu'il y a un appel à la générosité publique, on ne nous rend pas compte de l'utilisation effective des ressources qui ont été affectées. Vous voulez qu'on rende compte comment? Oui, mais vous de manière hebdomadaire, quotidienne? Le ministre de la Santé, à un moment donné, a commencé à donner un bilan chiffré au quotidien du taux de morbidité et autres choses et de propagation du virus. On ne peut pas le faire pour ce genre de... Mais au moins, lorsque vous avez une gestion, et que peut-être à mi-parcours, comme M. Pédécoca l'a fait, vous arrivez, vous communiquez en disant effectivement que voici les ressources que nous avons obtenues jusqu'à maintenant, voici les commandes publiques qui ont été passées pour pouvoir se doter en matériel adéquat pour répondre à la pandémie, voici. Au moins, les gens sont rassurés et ils savent où est-ce qu'ils sont en train de partir, parce qu'il y a un minimum de clarté dans le déroulement des opérations. Merci Christian, on continue tout à l'heure parce qu'il est dans bientôt 20h. Elle est là, positionnée déjà, Nadine Yambo. Bonsoir, au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous parlerons du regain d'insécurité dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam précisément. 2 présumés malfrats ont été interpellés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Bafoussam premier. Et face à la montée en puissance de l'insécurité, les populations sont appelées à collaborer davantage avec les forces de l'ordre pour pouvoir démanteler ces réseaux de groupes de bandes armées qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Nous parlerons également de ce scandale enregistré au commissariat public de Bafia. Il faut préciser un commissaire impliqué dans une affaire de recel d'argent est porté disparu depuis plusieurs semaines, bien avant sa disparition. Il avait été donc démis de ses fonctions. Au journal de 20h également, nous parlerons de cette frénésie observée autour des dons du Covid-19. Il faudrait donc signaler, Serge Alain, que depuis le déclenchement de la pandémie au Cameroun, une mobilisation s'est créée tout autour. Cependant, des voix s'élèvent pour critiquer la gestion de ces fonds au regard des réalités sur le terrain. Human Rights Watch note par exemple que les centres de Covid-19 dans certaines villes du pays manquent d'équipements médicaux de base. Donc, vous écouterez donc les synthèses de ce rapport au journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Nadine Yambo pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités et à Douala et à Yaoundé, ainsi qu'ici sur le plateau Equinox Soir, l'émission d'utilité publique. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, sont toujours en compagnie de nos invités à Yaoundé, Joe Walters et Raphaël Ndougou. Ici à Douala, on aura Jonathan Batengene. Ici en plateau, Eric Pépin Bikaï, face à lui, Christian Massoma. Christian Massoma, vous avez suivi le journal du vendredi de Nadine Yambou. On commence par cette histoire qui nous vient de Bafia. Recel. Commissaire, ça sonne bien là. C'est une histoire particulièrement rocambolesque parce que les forces de sécurité sont là pour effectivement apporter, ou alors pour sécuriser les populations, pour créer un environnement serein pour que les gens puissent se vaquer à leurs occupations normalement, donc pour protéger les populations et les biens. Alors quand vous vous retrouvez avec des histoires aussi sordides où un haut gradé de la police se retrouve empêtré dans des histoires de sommes d'argent, de recel et autres choses. Vous avez suivi les Est-ce que ce n'est pas un problème de montant? On parle de beaucoup de millions quand même. Hein? Oui, on a parlé de 50 millions, mais vous avez suivi dans le reportage des populations de Berthois qui disaient que... De Bafia qui disaient qu'elles ne se sentaient pas en sécurité parce que justement, ces forces de sécurité qui sont là pour pouvoir leur garantir une certaine quiétude sont plutôt source de scandales financiers et source parfois d'insécurité. Et ça pose un problème parce que normalement, la relation entre la police et les populations doit être une relation de confiance, doit être une relation de sécurité qui permet aux citoyens de pouvoir dormir tranquillement dans leur maison. Mais à écouter ce qui s'est passé à Bafia, on se pose véritablement la question où est-ce que nous sommes en train d'aller dans ce pays. Et je pense qu'il est temps qu'on intègre une forme de moralisation des mœurs au sein de certaines de nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est quand même incroyable. Non, on va pas jeter l'anathème sur la police. Non, pas du tout. Loin s'en faut. Non, je pense qu'il y a... le travail Kaba ici à Douala, le commissaire Méfiré, hein, non, pas lui seul. Il y a beaucoup ils sont nombreux, qui font un excellent travail. Voilà, nous sommes en train de parler d'un cas spécifique. Voilà. J'ai jamais voulu jeter le moindre anathème sur la police. Je connais beaucoup d'officiers de police, beaucoup de commissaires, qui font un travail extraordinaire et pour sécuriser nos différents environnements et autres choses.
Mais je dis, quand les cas comme ça surviennent, il faut que la hiérarchie au niveau de la DGSN prenne ses responsabilités et que rapidement on puisse faire des recadrages pour remettre l'officier véreux dans de bonnes conditions. Justement, Eric Pépin Bikaï, ce cas-ci, ça jette un peu du discrédit sur le corps de la police. Pourquoi le grand commissaire Mbargangele Martin Bank doit vite sévir? Ce qui est sûr, c'est une conséquence, il va sévir. Il faut dire quand même que ce type de comportement, on a l'habitude peut-être de les avoir de temps en temps à l'intérieur de ceux qui sont chargés d'encadrer la population, c'est-à-dire des fonctionnaires. Ce n'est pas seulement une particularité des policiers. On retrouve des arnaques au niveau du foncier, au niveau de l'administration territoriale, la douane. Ce sont des histoires qui sont généralement relayées. Pour paraphraser un peu le révérend Al Sharpton sur les récents événements de George Floyd, voilà, où il disait le racisme en réalité il n'a pas disparu, mais la différence aujourd'hui c'est qu'il est filmé. Ouais. Donc ces types de comportements ne peuvent pas disparaître par rapport au fonctionnement de l'État, mais la différence aujourd'hui c'est qu'ils sont filmés. En fait, c'est la raison pour laquelle peut-être ça a eu un écho favorable et puis les médias s'en ont apparu pour essayer de présenter cette situation. Mais il faut également dire qu'il s'agit d'une lourde somme. 50 millions, ça doit attirer les appétits forcément des jalousies. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être cette histoire, si c'est avéré que ce compatriote a vraiment touché Simago, je pense que c'est une somme qui peut lui permettre de passer une retraite douce. Donc c'est normal que les uns et les autres essayent de pouvoir relayer cette information. Dans le reportage, justement, on dit que certains collègues qui étaient affectés à l'opération, peut-être des officiers, des inspecteurs, c'est à partir de d'eux qu'on a... Ouais, mais 50 millions, c'est... Non, le partage n'a pas été... Voilà, donc c'est une retraite douce, parce qu'on peut travailler à la fonction publique. Lorsqu'on se sépare, je pense qu'on ne peut pas vous doter de 50 millions. Non, c'est une grosse somme qui devrait forcément faire tache d'huile. Et malheureusement, ça fait tache d'huile de la plus mauvaise des manières. Il y a un commissaire, un haut gardé de notre police qui est pratiquement en fuite par rapport à ses responsabilités. Vivement que le délégué général de la Sûreté nationale prenne ses responsabilités et apporte la quiétude au sein de la population des Bafia. Voilà, je reviens avec vous, Christian Massoma. Le ministre de la Santé ne gère véritablement pas la caisse. Apparemment, la caisse ne réside pas chez le ministre de la Santé. Je pense que lui réceptionne les dons. Et maintenant, au niveau chèques là et tout. Oui, au niveau des affectations, au niveau maintenant de la mise en opération de la distribution de ces dons, ce n'est pas lui qui tient le chéquier. Donc maintenant, est-ce que l'État a voulu... Qui doit donc rendre compte au Camerounais de manière... on ne sait pas, hebdomadaire, quotidienne, le souci, sur l'utilisation des fonds. Le souci, c'est que dans certains pays, on a mis des comités spécifiques pour pouvoir apporter une réponse à la gestion du Covid. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est le ministre de la Santé qui est et peut-être le ministre de l'administration territoriale qui sont au premier plan de la lutte et de la riposte contre cette pandémie de Covid-19. Donc c'est pour cela que naturellement nous retournons vers eux pour qu'ils nous disent exactement que deviennent les nombreux dons et notamment des sommes qui sont assez importantes qui ont été collectées jusqu'à maintenant. Et à quoi a servi tout cet argent? Est-ce que on parlait du reportage de Human Rights Watch tout à l'heure en disant que les institutions sanitaires et les petits hôpitaux des centres de Covid manquent même de matériel de base et d'équipements de base, alors que nous arrivons à collecter des dons sur le plan financier qui sont assez faramineux et qui auraient pu normalement nous permettre d'avoir déjà des équipements suffisants pour répondre à ça. On aurait dû déjà être au Cameroun aujourd'hui à une situation, à une phase où on teste plus de Camerounais. Je pense que depuis la survenance de cette pandémie, on n'a pas encore testé 50 000 Camerounais. La dernière fois, je pense que le dernier de compte avoisinait les 50 000 personnes qui ont été testées. C'est très peu et c'est pour ça que le taux de prévalence du virus risque véritablement d'aller afin de bondir, parce que plus on va tester, plus peut-être on se rendra compte effectivement qu'il y a beaucoup de porteurs qui étaient soit des porteurs sains ou des personnes qui avaient le virus en elles et qui n'avaient tout simplement pas été testés, donc ne pouvaient pas être déclarés comme Covid-19 ou autre chose. Donc c'est la riposte globale du gouvernement qui fait problème.
Et lorsque vous avez autant de ressources, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine efficience au niveau de la riposte que vous apportez par rapport à la pandémie. Et c'est pour ça que nous interpellons de manière systématique le gouvernement de la République et notamment les personnes qui sont en charge de cette pandémie de pouvoir nous apporter des solutions et de nous rendre compte sur l'utilisation des ressources et de l'appel à la générosité publique. Voilà, Joe Walters, sur cet aspect des fonds qui tombent tous les jours, on a vu encore dans le journal de Nadine Yambou des cargaisons de riz qui arrivent. Hein. On connaît la précédente histoire de riz. Voilà, vous demandez un compte rendu. Vous voulez la traçabilité? Oui, il faut la traçabilité, la transparence. Je voudrais dire quelque chose, très Alain. Vous savez qu'au cas d'une entreprise qui avait donné 4000 sacs de riz, 4000 sacs de riz, est-ce que vous, en plateau, là, vous avez déjà reçu même un verre de riz de Oda? L'entreprise avait donné 4000 sacs de riz. Même jusqu'ici, je ne l'ai même pas reçu. Vos panélistes ne vont pas me désavouer, ils ne vont pas me contredire. Oksha avait donné 4000 sacs de riz. Je demande au gouvernement où est passé les 4000 sacs de riz de Ocha. Donc, ces dons qui sont disposés au sein du MIM Santé, le ministre Manaouda Malachi, en passant, de lui souhaite bon travail qui à part dans ce ministère. Mais ces dons, je vous ai dit tout à l'heure que ces dons sont détournés. Mais ces gens-là, en 2018, 70% du total des dépenses de santé du Cameroun étaient supportées par les pédales. Et 80% des Camerounais vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils sont le matin et rentrent le soir pour poser la marmite au feu. Si on vient donner les dons et que les populations n'ont pas droit à ce don, c'est un détournement. Où est passé le don de Boko Haram? Où est passé le don de plan d'assistance humanitaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Tous ces dons ont été détournés. Et je ne peux pas vous demander la traçabilité. Je sais que on ne peut pas s'en sortir et ça ne sera pas fait puisque le régime est corrompu. Donc on va seulement laisser tomber. Parfois, il faut laisser les choses fasses mourir de leur propre mortel. Donc c'est donc, on va demander la traçabilité après l'ordonnance. Je préfère m'arrêter là. Voilà, justement, Eric Pépin Bikaï, cette histoire de riz encore, on a vu. Et c'est un dossier difficile à gérer. C'est un dossier. Les gens vont. Vous avez comme l'impression qu'après, bien des têtes vont tomber. En réalité, je suis toujours de ceux qui pensent qu'il y a forcément eu des erreurs. Parce qu'il y a eu un homme qui a pris ses responsabilités justement après la sortie du Premier ministre, son adresse à la nation le 17 mars, de cette année. Il y a eu le ministre de la Santé qui a pris le relais pour essayer de pouvoir assurer, communiquer les Camerounais. Et puis la plupart des dons qui arrivaient affluaient entre ses pieds. Mais il s'avérait que le ministre ne recevait que ce dons et les mettait forcément à la disposition de ceux qui devaient les gérer. C'est la raison pour laquelle le MINAT est fortement impliqué à l'intérieur de cette gestion. Parce que le MINAT ne fait des dons, apparemment le MINAT ne fait des dons que des dons qu'il a reçus en réalité. C'est-à-dire que il est celui-là qui est chargé de pouvoir distribuer les dons sur l'ensemble du territoire national. Notre copaléniste parle des dons d'Orca de près de 4000 sacs de riz. Mais au-delà du fait que les Camerounais n'attendaient pas forcément au sein des ménages les boîtes de riz ou alors les kilos de riz, il y avait, à mon sens, d'autres approches sur lesquelles on pouvait s'appuyer. C'est-à-dire gérer forcément les structures pénitentiaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos prisons sont prises en charge exclusivement par l'État. Parce que forcément, il ne faut pas que les uns et les autres essaient de voir que s'il y a du riz, ça veut dire, OK, on va distribuer le riz dans les carrefours, des quartiers, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On avait demandé d'autorité que, compte tenu du fait que la pandémie était en train de se répandre, qu'il fallait qu'on décongestionne les prisons. Et je pense qu'on a apporté une réponse à ça, on a libéré un certain nombre de prisonniers. Mais l'opinion publique ne se pose pas la question de savoir comment nourrit-on ceux qui sont incarcérés dans nos prisons. Forcément, lorsqu'il y a des dons qui arrivent comme cela, c'est l'occasion de pouvoir garnir l'intendance de ces structures-là. À côté en fait, je me dis,
Je ne prends pas ça comme étant une parole pour justifier. Vous voulez nous dire que en fait, ça peut être... Bon, maintenant, de temps en temps, on voit à la télé, le ministre, tout ça. Il y a de temps en temps, quelques sacs de riz qui accompagnent les seaux, les lave-mains, ainsi de suite. J'espère que ces sacs de riz ne viennent pas. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays africains, on a distribué du riz aux couches, aux populations les plus défavorisées. C'est-à-dire, ce n'est pas une originalité camerounaise. Ce riz-là, on aurait pu trouver des canaux pour pouvoir l'acheminer aux personnes qui en ont le plus besoin et qui souffrent aujourd'hui du fait de cette pandémie. Même les prisonniers en prison. Je n'étais pas contre la distribution chez les prisonniers. Oui, en fait, je me dis, je dis que les plus nécessiteux, peut-être ça peut être... Personne n'a vu la moindre distribution de sacs de riz efficiente aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que ce riz est devenu. Or, je suis persuadé que beaucoup de Camerounais auraient pu se retrouver dans une situation un peu plus confortable en recevant un sac de riz. Parce que, M. Bikaï, nous vivons à Douala. Nous n'avons peut-être pas ce problème, vous et moi, mais croyez-moi, on a beaucoup de nos compatriotes, et moi je suis au contact de ces compatriotes très souvent, qui, en recevant un sac de riz, trouveraient véritablement une lueur d'espoir pour quelques jours en termes de je pense quand même pour ce cas-ci, il y a un gros problème de communication. Voilà. Il y a un gros problème de communication et un gros problème de coordination. Parce qu'en réalité, la mayonnaise, on n'a pas comme l'impression que la mayonnaise ne prend pas l'huile. Parce qu'il y a beaucoup, à la fois, de contraintes et de pesanteurs qui encadrent la riposte par rapport à la lutte contre le Covid-19. Justement, c'est parce que les expériences passées ne nous ont pas permis de pouvoir tirer les conclusions. On n'en tire pas les conclusions et on affronte, autant pour moi, d'autres challenges de nature également à présenter les mêmes résultats. Il n'y a pas que du riz. Il y a eu des donations, des chèques qui ont été déposés. Le ministre a fait des efforts de communiquer. Moi, j'ai vu ça peut-être il y a 3 semaines, de dire Bikaï a donné 100 millions, Massoma a donné 50 millions, ainsi. Mais on s'est arrêté à là. Voilà. Maintenant, on s'attendra à ce qu'ils disent, OK, avec les 100 millions qu'on a reçus, on a acheté par exemple 10 lits pour la réanimation, peut-être 50 respirateurs. Là, c'est plaisir. Peut-être on pouvait encore organiser des débats sur le prix. Mais à partir du moment où on dit, OK, on a acheté au moins 10 lits de réanimation, peut-être 100 respirateurs, le citoyen qui vit dans la société est content du fait qu'il y a tel opérateur économique qui a apporté 50 millions et ça nous a permis d'équiper nos hôpitaux avec peut-être une dizaine de lits de réanimation. C'est de ça qu'il est question. C'est là pour la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il y a des lourdeurs. Et il y a un certain nombre de personnes qui veulent faire valoir leur autorité sur une approche de douleur. Il faudrait un peu qu'on essaie de desserrer les taux et de donner une traçabilité qui gère quoi et qui fait quoi. Si c'est le ministre du Commerce qui doit recevoir le riz d'Orca, et pourtant, stratégiquement, il n'entre pas dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. C'est un problème. C'est un problème. Si c'est le ministre de l'administration territoriale, il est dans sa souveraineté, il est en charge de la sécurité du territoire. Il faudrait que ce soit connu, que une communication soit portée et que cette communication soit proactive de nature à rassurer les populations. Mais davantage, il faut le dire, on s'attendra à ce que la plupart de ces dons-là bénéficient prioritairement au corps médical. Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de bons de carburant. Ils ont besoin de pouvoir alimenter leur famille. Ils ont besoin de travailler de manière sereine. Il faudrait également qu'on le dise, que ces dons devraient en principe revenir à ces personnes-là qui sont au front pour sauver nos vies. Mais les dons à caractère médical, c'est pour ça que la plupart des mais est-ce qu'ils vont consommer les dons à caractère médical? Quand je dis les masques chirurgicaux qui sont ou les combinaisons, les kits de protection et autres choses, ça va dans les hôpitaux, c'est censé aller dans les hôpitaux. Mais jusqu'aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux, on se plaint du manque criard de matériel de protection. Voilà. Et les infirmiers qui travaillent, ou alors le personnel de santé dit, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas des conditions de sécurité pour pouvoir intervenir face à ce virus. Alors que nous recevons tous ces dons. Et c'est pour ça donc que nous posons la question, où est-ce que tous ces dons, notamment à caractère médical, c'est ça le souci. Non, notre souci donc maintenant, c'est que c'est un cri d'alarme. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité par rapport à ces dons. Que ceux qui sont malades Covid-19, quand ils arrivent dans les formations hospitalières, qu'ils essaient un peu de trouver... Parce qu'en réalité, un don, c'est quoi? C'est quelqu'un qui qui prend l'initiative de pouvoir apporter son aide par rapport à ses concitoyens qui souffrent.
Il ne faudrait pas que cette aide se retrouve être un geste gâché. Il faut que ce soit un geste utile. Il ne faut pas que le don soit détourné. En fait, moi, je ne veux pas arriver à détourner. Il faudrait que ce soit utilisable à bon point. Voilà, Raphaël Ndougo, dites-nous concrètement où vont les dons amassés jusque-là, ainsi que les sommes, on va dire, faramineuses reçues jusqu'ici. C'est allé où tout ça? Le tout n'est pas de dire on a reçu tel nombre de millions. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Oui, c'est difficile pour moi d'ailleurs. Me poser cette question de cette manière-là est un peu complexe pour moi, mais je voudrais quand même dire aux uns aux autres. Le ministre de la Santé tout à l'heure, certainement il nous a suivis au début de cette émission, demande aux Camerounais de dénoncer tous ceux qui continuent à prendre l'argent pour les tests ou bien pour le traitement du Covid-19 dans les hôpitaux qui ont été recensés dans ce sens-là. Donc, le Camerounais doit comprendre que lui-même, il est également le gendarme. Il est quand même à même de pouvoir aller interroger, aller comprendre ce qui se passe et pouvoir dénoncer quand le besoin se fait sentir. Nous sommes tout à fait d'accord, tous autour de ce plateau, et nous qui sommes hors du plateau, nous sommes d'accord que la communication, et cette communication également, nous avons la possibilité de pouvoir même aller auprès du gouvernement, et même dans les ministères concernés. Vous voyez que M. Manaou Damarache qui court dans tous les sens, on n'a pas envie de dire qu'il est seul, mais sauf que c'est comme si la pandémie Covid-19 est son affaire personnelle. Maintenant, vous avez parlé des riz. Justement, donc, quand vous avez parlé des riz, le riz émane du ministère du Commerce. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une affaire de tout le gouvernement dans son ensemble. Le gouvernement qui, justement, doit pouvoir travailler pour que les Camerounais puissent totalement être épargnés de cette affaire-là. Maintenant, vous me demandez où sont partis les dons et les sommes faramineuses. Je continue de dire que si, par exemple, une société, quelqu'un, je vais vous dire, ça vous disait qu'on a donné de l'argent pour la société Prométhal. L'argent là, est-ce que ça a été viré? Si ça a été viré, qui est le gestionnaire du compte où l'argent a été viré? À partir de cet instant, la communication doit permettre en sorte que l'argent qui a été viré, qu'on nous dise ce qu'on a fait cet argent. Même les sacs de riz dont on parle, lorsque le riz est donné, on nous dit le riz a été donné à tel ministre ou alors au ministre de la Santé. Quel nombre de tonnes pour les malades du Covid-19, même pour les populations. En ce moment-là, on voit la traçabilité. En ce moment-là, même les hommes politiques qui parlent en ce moment-là, nous qui parlons là, on est à même d'aller peut-être la société Prométhal pour dire l'argent que vous avez donné au gouvernement avait été viré dans quel compte. Et puis, les hommes politiques peuvent également aller demander. Beaucoup de gens ont perdu le temps avec les luttes comme du genre. Le président de la République a créé un fonds de solidarité, a créé une commission pour gérer cela. Donc, un autre président est venu créer encore. On perd le temps avec ces institutions qui ne nous servent absolument à rien. Ce que nous pouvons faire, c'est autour d'une pandémie, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'être ensemble pour éradiquer la pandémie. Maintenant, sur les fonds, nous pouvons également aller à la source. La source, c'est quoi? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi? C'est les ministres. Oh, il n'est pas exclu pour un citoyen d'aller demander ce qui a été fait d'une somme donnée par une société pour le Covid-19. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais je ne suis pas en train de vouloir dire ici que le gouvernement fait totalement bien. Tout simplement parce que s'il y a des plaintes aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu de communication. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a, dans l'ensemble, nous sommes tous d'accord qu'il y a un manque de communication et nous devons donc dire, sans essayer de nous tromper, qu'il n'est pas tard que le ministre qui a la charge ou le gouvernement communique de manière explicite pour dire voici là où nous en sommes, ce qui a été donné, voici ce qu'on en a fait. On peut même faire cela à mi-parcours depuis le mois de mars. Nous sommes en jeu, ça fait pratiquement 3 mois où nous pouvons donc faire l'évaluation. Même s'il va falloir organiser des conférences de presse ou même par vidéoconférence, on fait une évaluation pour dire aux Camerounais où est-ce que nous en sommes. Donc, globalement, quel que soit ce qui a été fait, les chiffres vont sans cesse croissance. Il faut maintenant que l'on essaie de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cette propagation. C'est pour ça que moi j'ai mis un accent sur les tests. Les tests qui nous manquent là, s'il y a de l'argent, autant mieux chercher des voies et moyens pour accueillir des tests et tester
c'est les Camerounais pour qu'on sache véritablement jusqu'où nous en sommes. Parce que c'est vrai qu'on vous dit. Merci. Ils ne sont pas sûrs des tests qui sont faits là. Merci. Comment vont faire pour cela? Merci Raphaël Ndougou. Il ne se fait pas tard, hein. On reconnaît quand même qu'ils peuvent toujours se rattraper, hein, dire aux Camerounais, voilà, on a reçu tant, nombre de millions, nous avons déjà fait ceci. Le Camerounais a besoin de l'information. Absolument. Nous, ce que nous décrions, c'est la gestion opaque et insaisissable des dons qui ont été reçus par le gouvernement. Et je dis tout à l'heure que si le gouvernement avait opté pour une certaine transparence dans la gestion de ces dons, en essayant de dire aux Camerounais de manière assez régulière comment est-ce que on repartit les différents dons qui ont été acheminés dans les différents ministères. Je pense que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et si, au-delà de la communication, on voyait les effets sur le terrain, parce que en fait, le tout n'est pas de communiquer. Lorsque nous voyons, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a des outils extraordinaires de communication, que ce soit les différents médias classiques, que ce soit les réseaux sociaux. Je pense qu'avec tous ces dons que nous recevons, si chaque jour il y a un tweet, même les tweets, voilà, s'il y a même un tweet comme il le fait. Hein. Voilà, il le fait, mais maintenant, le tout n'est pas de faire des tweets. C'est-à-dire, moi je dis, si on dit que l'opération, par exemple, de distribution de dons dans la ville de Douala va, par exemple, couvrir sur 5 jours, et que au jour le jour, on voit qu'on est en train de couvrir l'ensemble des formations hospitalières, on est en train de couvrir des quartiers. Les Camerounais comprendront que les dons ne sont pas centralisés quelque part et qu'ils n'arrivent pas véritablement chez les destinataires finaux. Donc c'est le gros souci que nous avons avec les opérations habituelles dans ce sens, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on dirige ces dons in fine. Et ça, c'est ce contrat de confiance qui a été rompu entre le gouvernement et les Camerounais. Et c'est ça le gros souci. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne pourrais pas sortir de ce plateau sans le dire. Les Camerounais qui ont contribué à survivre le Cameroun n'ont aucune inquiétude. Parce qu'il y a une espèce de contrat de confiance entre le président du comité de gestion et les Camerounais. Non seulement ils communiquent régulièrement, mais les gens ont confiance en la capacité de M. Penda Ikoka à pouvoir gérer de manière efficiente les dons qui ont été collectés. Et cette confiance, ça n'existe plus entre les Camerounais et le gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils doivent donc multiplier les actions pour pouvoir assurer les Camerounais que les dons sont effectivement utilisés à bon escient. Je reste avec vous, Christian Massoma. Vous avez vu dans le journal de Nadine Yambou tout à l'heure, le ministre de la Santé qui recevait nos compatriotes de la diaspora qui sont venus lui remettre des dons. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, dans Survie Cameroun MRC? Mais c'est une très bonne chose. Survie Cameroun n'a pas la vocation à concentrer l'ensemble de l'élan de générosité de la diaspora. Nous n'avons pas cette prétention. Non, le fait que le problème, c'est que le fait que ce que vous avez amené n'ait pas été accepté. Non, comment vous regardez ça? Voilà, et ça pour nous, c'est très troublant de voir qu'il n'y a que Survie Cameroun qui a eu des problèmes au moment de la réception de son don. Personne ne s'interroge sur la traçabilité, la provenance, les fonds de l'ensemble des autres donateurs. Mais pour Survie Cameroun, on a évoqué des questions de légalité, on a évoqué des questions d'association, d'initiative, alors qu'il était juste question de recevoir des dons qui allaient servir pour la réponse et la riposte au Covid-19. Donc quand je vois cela, et nous avons déjà évoqué cette situation, je pense sur ce même plateau il y a quelques semaines, je me dis tout simplement que c'est l'ostracisation permanente parce qu'on voit derrière Survie Cameroun le professeur Kamto et que tout ce qui vient du professeur Kamto, aux yeux du gouvernement, il faut absolument le combattre. Et voilà les situations auxquelles nous... Voilà, on va terminer rapidement avec Cho Walters. Rapidement, en 30 secondes. Votre mot de la fin, Cho. 30 secondes, rapidement. Oui, mon mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je voudrais dire que la police camerounaise a les brebis galeuses et le patriarche Bargangele est en train de traquer les criminels dans la police camerounaise puisqu'ils sont corrompus. Le cas de 50 millions de tels commissaires, nous avons eu des cas où le chef de l'État a relevé de ses fonctions plusieurs commissaires. Récemment, le commissaire est Vina à Yaoundé. Donc, la police camerounaise a les brebis galeuses. Le patriarche Bargangele est en train de faire un bon travail, mais le Transparency International avait publié son rapport en 2019 que la police, les magistrats
sont en tête de la corruption au Cameroun. Donc, Bargangue est en train de traquer ça. Merci. Maintenant, pour sortir, ces gens-là, pour sortir, ces fonds du Covid-19, c'est de bonne guerre et chacun à son tour chez le coiffeur. Donc, ceux qui détournent là, c'est leur tour et notre tour va arriver. Ah, vous allez détourner vous aussi après. Vous. Ah, vous allez détourner après, merci. On a compris. Raphaël Ndougou, rapidement, votre mot de la fin. Merci, on a compris, votre tour arrive. Voilà, Raphaël Ndougou, votre mot de la fin, rapidement, en 30 secondes. 30 secondes, Oui. Alain, derrière, ne parlez pas de corrompu, sans corrupteur. Il faut bien que cela soit retenu. Justement, il y a une Lorsqu'il y a un corrélation. corrompu, ça veut dire qu'il y a un corrupteur. Et le corrupteur doit également être sanctionné. Il ne suffit pas de dire que le commissaire vole l'argent. Qui est allé donner de l'argent au commissaire? C'est un corrupteur. Donc c'est une chaîne. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Peut-être qu'on va corrompre parce qu'on sait quel est le motif pour lequel on va corrompre. Ça, c'est des mots que nous devons ensemble lutter pour éradiquer. C'est la même chose que nous disons pour ce qui concerne le Covid-19. Le président de la République a appelé à l'union sacrée. Laissons d'abord cette affaire où les gens vont prendre le pouvoir. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est d'éradiquer également la pandémie. Tout comme on doit éradiquer la corruption. Pour éradiquer la corruption, il faut bien que le corrupteur arrête d'aller corrompre le corrompu. Et de toutes les façons, c'est ensemble que ça peut être fait. Ce n'est pas quand le pouvoir va changer que quelque chose sera fait. Bonne soirée. Merci Raphaël Ndougou. Rapidement, on termine par vous, Pépin. 30 secondes. Je pense que ce débat, on a essayé d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je suis ravi de revoir Christian sur un plateau après l'échéance de 2018 lors de la présidentielle. Mais c'est également une façon de rassurer notre base militante, notamment avec cette polémique qui enfle dans les réseaux sociaux disant que le PCR est un parti de proposition. Proposition, oui, parce qu'un parti doit porter des propositions qu'il doit soumettre à l'adresse de ses concitoyens. Mais nous restons un parti d'opposition parce que en réalité, nous n'avons pas encore le pouvoir et nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Donc pour le moment, nous sommes dans la grande famille de l'opposition, mais pas dans la grande famille de l'opposition radicale. Nous essayons de pouvoir jouer ce rôle-là que les politiciens doivent jouer, c'est-à-dire l'andragogie, l'accompagnement, la socialisation de l'espace politique camerounais, en y apportant des propositions et des solutions pour qui minent notre société. Merci Eric Pépin Bikaï, merci à vous, Christian Massoma, merci à Tcho Walter Sayaoundé, merci à Raphaël Ndougou, merci également, on va quand même dire, merci à Jonathan Batenguene, qui, les dieux de la technique n'ont pas été en sa faveur aujourd'hui. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine Equinox Soir. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera 19h pour Equinox Soir et l'émission d'utilité publique avec, à l'intérieur, le 20h le plus attendu de la planète, c'est 20h de Cédric Noufelé. Bonsoir, Soa.